Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir ne sera pas transféré à la Cour pénale internationale. La justice soudanaise évoque des obstacles juridiques qui touchent à la souveraineté du Soudan. L'ancien chef de l'État déchu est pourtant visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI. La Guinée-Bissau reçoit du matériel médical de la part du Maroc. Une aide initiée par le roi Mohamed VI est destinée à plusieurs États africains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et enfin, le Maroc prépare sa prochaine étape du déconfinement. Plusieurs activités économiques vont ainsi pouvoir reprendre, comme le secteur de l'industrie ou encore de l'artisanat. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, c'est un nouveau rebondissement concernant la mort du juge Raphaël Yanni. Ce mardi 16 juin, le vice-premier ministre Célestin Tunda Yakasende a révélé les résultats de l'autopsie. Le magistrat est décédé des suites, je cite, des coups qu'il a reçus qui ont occasionné un traumatisme crânien. Le ministre de la Justice a également signalé la présence de substances végétales non létales dans le corps de la victime, des substances qui ne sont pas la cause de la mort, précise-t-il. Pour rappel, Raphaël Yanni, qui présidait le procès de Vital Kamerhe, est décédé dans la nuit du 26 mai dernier. Une enquête est à présent ouverte pour meurtre. La justice soudanaise s'est prononcée sur le transfert de l'ancien chef d'État Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Selon le procureur général de Khartoum, cette extradition n'est pas nécessaire. Au regard, je cite, des obstacles juridiques touchant à la souveraineté du Soudan. L'annonce qui a été faite lors d'une conférence de presse apparaît comme un revirement de situation. Rappelons qu'en février dernier, le Soudan avait en effet indiqué être prêt à extrader l'ancien président déchu devant la CPI. Les précisions de Nelly Claude Bessa. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir ne sera plus extradé vers la Cour pénale internationale. En effet, le procureur Tajelsi Al-Herb a estimé que la présence physique des individus recherchés par la Cour pénale internationale dans ses locaux à La Haye n'est pas requise. L'homme de droit a également évoqué des obstacles juridiques touchant à la souveraineté du Soudan qui compliqueraient, selon lui, l'extradition des prévenus. Une annonce qui intervient alors que le chef de milice Ali Kocheb, également poursuivi par la CPI pour son implication dans le conflit meurtrier au Darfour, a comparu pour la première fois ce 15 juin devant la Cour internationale. Le transfert du président Béchir aurait été non seulement le procès d'un seul homme, mais le procès de tout un système politique mis en œuvre. Et en transférant Béchir à La Haye, le bureau notamment du procureur, dans le cadre notamment des informations, pourrait inculper certaines personnes qui sont actuellement aux affaires au Soudan. En février 2020, le gouvernement de transition de Khartoum s'était dit favorable à un transfert des personnes recherchées par la justice internationale. Quelques semaines plus tard, Khartoum s'est montré plus prudent sur le dossier. Pour les observateurs, avec cette nouvelle sortie de la justice soudanaise, il est clair que l'ancien chef d'État ne se rendra pas à La Haye pour répondre des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette décision constitue un recul par rapport à l'avancée de la justice pénale internationale. Parce que, à titre de rappel, le président el-Béchir a été inculpé quasiment depuis plus d'une décennie. Avant l'inculpation par la justice soudanaise, en raison notamment de principaux priorités des faits, il aurait dû être extradé au niveau de La Haye. Il est évident que les autorités soudanaises ont un agenda caché que peut-être la communauté internationale sera de plus en plus informée dans les mois qui viennent. Évincé du pouvoir en avril 2019, après plusieurs mois de manifestations populaires, l'ancien président Omar el-Béchir a déjà été reconnu coupable de corruption par Khartoum. Il est actuellement détenu dans la prison de Kobe, dans la capitale soudanaise. Au Niger, l'opposition hausse le ton contre le gouvernement. Dans un communiqué commun, l'opposition demande, je cite, que la lumière soit faite sur l'utilisation des fonds du ministère de la Défense. L'audit mené par l'inspection générale des armées depuis février dernier suscite la polémique dans tout le pays. Le rapport fait état d'un détournement de 76 milliards de francs CFA entre 2014 et 2019. Face à ces révélations, l'opposition exige ainsi que tous les ministères soient soumis à des
les audits pour un souci de transparence. Maman Sani Adamou, porte-parole du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, a tenu une nouvelle fois à réclamer la tenue d'un dialogue national inclusif pour créer des conditions d'élections crédibles et transparentes, des élections générales qui doivent se dérouler d'ici la fin de l'année 2020. Après le Burkina Faso, la Guinée-Bissau a elle aussi reçu ce lundi 15 juin du matériel médical de la part du Maroc. Une aide initiée par le souverain marocain Mohamed VI pour aider les États africains dans leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Cette cargaison médicale comprend entre autres des masques de protection, des blouses ou encore des litres de gel hydroalcoolique. Un reportage de notre correspondante Corinne Kamzefem. La tournée marocaine en Afrique subsaharienne se poursuit. La mission de distribution des produits de prise en charge et des équipements de protection contre la Covid-19 a mis le cap sur la Guinée-Bissau. Ce sont des milliers de masques, visières, chalotes, blouses, gel hydroalcoolique ainsi que de la chloroquine et de l'azithromycine qui ont été réceptionnés ce 15 juin par la ministre d'État auprès du président de la République au commissaire pour la lutte contre la Covid-19, Magda Robalo. Le Maroc a été le seul pays à garder sa compagnie aérienne pendant l'épidémie d'Ebola. Et encore une fois, nous voyons le Maroc aux côtés de 15 pays de l'Afrique en appui à la lutte contre le Covid-19. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une initiative lancée en avril 2020 par le roi du Maroc, Mohamed VI. Une initiative orientée vers 15 pays africains et qui vise également un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour établir un cadre opérationnel, lequel permettra d'accompagner les efforts de ces pays dans les différentes phases de gestion de la pandémie. C'est un immense honneur pour moi de vous remettre le don royal que Sa Majesté le roi a bien voulu mettre à la disposition de la Guinée-Bissau pour sa lutte contre le coronavirus. Et je saisis cette occasion pour rappeler l'excellence des bonnes relations qui existent entre nos deux pays et qui vont en s'améliorer. Les dernières statistiques réalisées le 16 juin en Guinée-Bissau font état de 1492 cas confirmés de coronavirus pour 153 guérisons et 15 décès. Le pays était entré en confinement partiel suite à l'annonce de la présence de 2 cas de coronavirus le 26 mars 2020. Le Maroc organise la prochaine étape de son déconfinement. À cet effet, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a donné son feu vert pour la reprise de plusieurs activités économiques. Parmi ceux concernés, les secteurs de l'industrie, du commerce ou encore de l'artisanat. De nouvelles mesures devraient par la suite être annoncées le 20 juin prochain à Meneji. Au Maroc, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, à travers une circulaire adressée au département ministériel, a ordonné la reprise des activités dans plusieurs secteurs. Une façon pour le pays d'entamer de nouvelles étapes de levée du confinement en cette période de Covid-19. L'industrie, le commerce, l'artisanat et les marchés hebdomadaires sont tous autorisés à rouvrir. Toutefois, la décision prendra effet sans distinction des zones 1 et 2, les mesures de déconfinement de la première étant plus allégées que la seconde. Nous allons prendre cette mesure en fin de semaine, sachant qu'il ne faut pas oublier que le virus vit toujours parmi nous. Par ailleurs, les 700 actuels cas actifs de Covid-19 en cours de traitement seront regroupés au sein de 2 structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à Ben Slimane et à Ben Guirir, pour accélérer à partir du 20 juin le processus de levée progressive du confinement, tout en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique. Il est difficile pour un pays de lutter de façon efficace contre une pandémie en négligeant le volet économique parce qu'il faut de l'argent pour financer la santé. Il faut de l'argent pour acheter des vaccins, il faut de l'argent pour la recherche médicale et cet argent, il faut bien que l'économie tourne. Il faut donc résoudre le problème de façon éclairée. On lâche du lest sur le plan économique, sur les mesures de pandémie et bien sûr, on fait des concessions politiques et il faut l'harmonisation de toute cette cadence pour arriver à des résultats et à la longue, on espère juguler de façon durable cette crise pandémique
mondiale. Au 16 juin 2020, le Maroc comptabilise 8 885 cas confirmés de Covid-19, 7 828 guérisons et 212 décès. Incitant au strict respect des mesures sanitaires, les autorités marocaines espèrent retrouver au plus vite une vie normale. L'économie nationale sénégalaise pourrait de nouveau chuter au cours de l'année 2020 en raison du coronavirus. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le taux de croissance est désormais établi à 1,1% contre 5,3% en 2019. L'institution indique également une augmentation du déficit budgétaire. Il atteint 6,1% du PIB alors que les prévisions initiales le projetaient à 5,6% à Manedji. Prévu à 6,8% au départ, mais revu à 3% par l'État, les prévisions de croissance économique au Sénégal pour l'année 2020 connaîtront davantage une baisse. Ceci se traduisant par les 1,1% de croissance annoncés par le Fonds monétaire international. Des chiffres avancés par l'institution, vu l'impact significatif de la crise sanitaire à coronavirus sur l'économie nationale. Alors pourquoi il y a une différence entre les chiffres du FMI et les chiffres du gouvernement sénégalais? C'est tout à fait normal. Ces chiffres n'ont pas la même signification. Le FMI essaie de donner des résultats avec une connotation extrêmement économique et le gouvernement du Sénégal donne des résultats mais avec une connotation politique. Il faut juste se dire que d'un côté vous avez l'État du Sénégal qui, quels que soient les chiffres qu'il donne, essaie de donner le moins mauvais des chiffres et le FMI, quels que soient les chiffres qu'il donne de son côté, essaie de donner les chiffres vraiment une situation qu'ils estiment être à la pire mais bon pas très loin. Fermeture des frontières, restrictions liées au couvre-feu et à l'interdiction de plusieurs activités, autant de facteurs attribuables à la faiblesse des projections sur le produit intérieur brut sénégalais. 1,1% en prévision pour 2020 contre 5,3% en 2019 selon le FMI qui affirme que le pays n'a connu un taux de croissance aussi bas, 0,7% en 2002. En ce qui concerne les études au Sénégal, elles sont réalisées par l'Agence nationale de la statistique, la démographie, la NSD, et elles compilent un certain nombre d'informations qui sont issues de sources diverses, de sources administratives, différentes ONG, en tout cas, d'où que l'information peut venir, l'Agence nationale de la statistique et la démographie la compile et peut comme ça donner des projections au gouvernement sénégalais. Avec cette pandémie du Covid-19, il n'y a pas un pays au monde qui ne va pas connaître une récession. Elle sera plus ou moins importante pour différents critères et le Sénégal donc n'échappe pas du tout à cette régression de son PIB. Les prévisions faites par le Fonds monétaire international quant à l'économie sénégalaise pourraient évoluer en fonction de la maîtrise de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et des mesures de soutien à l'économie nationale pour une meilleure résilience. En Côte d'Ivoire, les parents d'élèves des lycées Lamartine et Fred Épopée ne décolèrent pas, alors que le gouvernement français avait annoncé que l'ensemble des épreuves du bac seraient validées par contrôle continu. Les élèves de ces établissements français devront passer leur examen au mois de septembre. Une injustice pour certains parents qui envisagent même d'organiser une marche devant l'ambassade de France à Abidjan. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une année scolaire compromise pour les élèves de lycée français en Côte d'Ivoire. Contrairement à leurs condisciples en France, qui seront évalués en contrôle continu, les élèves de 2 lycées passeront l'examen du bac au mois de septembre parce que leurs établissements sont hors contrat et non homologués. Les parents dénoncent une politique de 2 poids, 2 mesures. Je ne peux pas comprendre qu'ils ne soient pas alignés comme tout le monde en fait. On est en train de demander une dérogation, mais nos enfants ont fait un cursus comme les autres. Et ils ont le droit et ils sont légitimés d'avoir ce contrôle continu. C'est une injustice parce que qu'on soit en France ou à l'étranger, hors contrat, c'est la même chose. Donc pourquoi est-ce que faire cette discrimination? Le bac a été réformé. Donc si jamais ils ne peuvent pas passer le bac cette année, il faudra qu'ils recommencent en première. Ce qui va faire qu'ils auraient perdu 3 ans pour un virus qui n'ont pas inventé. Même colère et détermination chez les élèves qui rêvent d'études universitaires. Passer le bac en septembre serait préjudiciable à leurs études supérieures. Le problème du 2 poids 2 mesures, c'est qu'en France, les établissements, qu'ils soient hors contrat ou sous contrat, passent le bac en contrôle continu. Alors que dans les pays étrangers, c'est seulement les établissements homologués qui passent en contrôle continu. On a été d'abord choqués d'apprendre cette nouvelle. Après, on est passé par la peur, l'anxiété. Là, maintenant, on est tous un peu déboussolés. On déprime.
On ne sait pas comment ça va se passer, personne ne veut nous répondre. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous sommes aussi admissibles sur la base du contrôle continu et il n'y a pas de raison pour que nous subissions une différence de traitement avec les élèves qui sont sur le territoire français. On rappelle la décision des autorités françaises de faire passer l'examen du bac plutôt que le contrôle continu concerne plusieurs pays africains. Les parents et les élèves attendent que les autorités de l'éducation nationale en France donnent une suite favorable à leurs revendications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.